Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse l'autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, il sera question de la place de la France dans la guerre froide, avec messieurs François Seton, Raphaël Porretta et John Martin. Messieurs, Très bien, alors. bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous et donc bienvenue dans la zone libre. Donc, je suis John Martin, votre présentateur pour ce nouvel épisode de l'émission Petit débat sur la grande histoire. Ce soir, et comme toujours, je vous retrouve pour parler et animer le débat, donc comme a été présenté avec François Seton et Raphaël Porretta. Donc le sujet d'aujourd'hui porte sur la guerre froide et on va essayer de comprendre la place de la France dans la guerre froide. Et la question surtout de est-ce que c'est un débat ou plutôt une guerre entre 2 blocs réellement monolithiques? Donc le principe de cette émission, c'est quand même un débat, donc qui s'articulera autour d'une série de questions d'abord historico-historiques, puis des questions plus politiques afin d'utiliser un exemple dans l'histoire pour en conclure avec justesse évidemment et nuance, avec toute la contextualisation qu'il y aura avant, des leçons. Étudier l'histoire, c'est d'abord être capable de distinguer le permanent et le contingent, de penser la constance et le contexte, afin, comme toute science humaine, de comprendre l'être humain dans sa complexité. Donc on va commencer ce débat par une mise en contexte justement. Je vais vous poser la question qui est simple, qui est d'où vient la guerre froide et pourquoi ce conflit existe. Alors je laisse François commencer. Alors la guerre froide est finalement une période de l'histoire qui a couvert une grande partie du XXe siècle, que l'on fait traditionnellement débuter en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que l'on fait terminer avec la chute de l'URSS en 1991, même si on pourrait dire que dès la naissance de l'URSS en 1922, on peut quelque part dire qu'il y a une première phase de guerre froide qui finalement n'aura été interrompue que par la Seconde Guerre mondiale. Quant à donner une brève définition, on dira que c'est une opposition entre deux systèmes économiques radicalement différents qui aboutissent à des conflits militaires périphériques et à des postures diplomatiques fortement marquées pour son axe principal. Je ne sais pas si Raphaël a peut-être quelque chose à ajouter. Simplement pour compléter, je dirais que déjà je suis d'accord avec toi à savoir que on peut estimer que la guerre froide peut être, en tout cas en tant qu'elle oppose les soviétiques avec le monde occidental, remonte même avant 1945 et même pendant la Seconde Guerre mondiale, les alliés, c'est-à-dire les Américains, les Anglais et leurs autres alliés ont toujours eu en tête de se méfier de l'URSS et de se dire c'est potentiellement le prochain ennemi. Il y a un film qui, je trouve, retrace parfaitement ça, c'est le film Patton de 1970, où on voit qu'à la fin de la guerre, Patton n'a qu'une seule envie, c'est d'envoyer l'armée américaine qui est déjà sur place contre les Russes pour éviter qu'elle devienne une menace capable de nuire gravement aux États-Unis et à leurs intérêts. Maintenant, la guerre froide va prendre une ampleur encore plus importante à partir de la construction du mur de Berlin, qu'on date en 1961, puisqu'il faut savoir qu'au sortir de la guerre, l'Allemagne est divisée en deux grandes parties, la partie ouest et la partie est, sachant que la partie ouest est divisée elle-même en trois zones, une américaine, une anglaise et une française, et la partie est, elle, est contrôlée par l'URSS. Berlin, elle, a un statut spécial où elle est elle-même coupée en deux, et en 1961, les Russes décident d'ériger un mur qui fera lui-même partie du
d'une longue frontière délimitant l'intégralité du bloc soviétique et le coupant du monde occidental pour éviter notamment les fuites de population du bloc communiste vers le bloc, on va dire, de l'Europe de l'Ouest. Et finalement, c'est aussi beaucoup autour de Berlin, mais sur d'autres théâtres également, que la guerre froide va se cristalliser. Alors vous avez tous deux rappelé que la tension était déjà présente pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en effet, l'URSS est, comment dire, un allié de circonstance qui est très... il y a une sorte d'alliance contre le nazisme qui se fait, mais qui est très, très liée au contexte. Mais la question, c'est pourquoi, justement, on se méfiait tant de la Russie et on savait que ça allait être un potentiel ennemi futur, voire déjà un ennemi, en fait. Parce que, pour le point de vue, évidemment, américain, mais peut-être français, enfin, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Du point de vue européen, on va dire occidental en général, il y a une grande méfiance vis-à-vis de l'idéologie communiste en général. C'est d'ailleurs pour ça que l'une des raisons de la collaboration de nombreuses personnes dans les pays occupés par l'Allemagne était motivée par la lutte contre le communisme d'ailleurs. Et en tout cas, même les résistants gaullistes, par exemple, ou non communistes, se méfiaient de cette idéologie pour une raison simple, c'est qu'elle avait une volonté expansionniste que certains taquins qualifieraient d'impérialiste. Je dis taquins parce que c'était les communistes d'habitude qui accusaient leurs ennemis d'impérialisme. Et donc, ils craignaient que l'URSS se décide à envahir l'intégralité de l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça que certains pays, notamment la France, vont décider de se doter de l'arme atomique afin de dissuader l'invasion potentielle de l'URSS. Et donc, c'est ce qui va susciter une méfiance profonde qui va connaître différentes phases, avec des phases d'apaisement, avec les différents représentants du bloc occidental, que ce soit les États-Unis ou aussi d'ailleurs le pape. Et finalement, la chute de l'URSS signera la fin de ces tensions qui souvent faisait craindre le pire et un éclatement, c'est-à-dire potentiellement un affrontement nucléaire. Moi, je voudrais commencer un peu à diverger d'explications avec Raphaël, pas parce qu'il a tort, mais disons pour essayer d'élargir le cadre. Le problème n'est pas russe, le problème c'est le communisme, où qu'il se situe. Ce qui est mis en exergue, c'est que ce sont effectivement deux systèmes économiques et deux idéologies radicalement différentes. Mais ce qui a peut-être été un peu, je dirais pas oublié, mais un peu minoré dans l'analyse de cette guerre froide telle qu'elle nous l'a été enseignée à l'école, c'est qu'une énorme partie de la population mondiale, où qu'elle se trouve, a finalement adhéré à l'une ou l'autre des idéologies sans réellement la comprendre. Et chaque élite de chaque camp va essayer de rameuter cette grosse part de la population mondiale de son côté avec des arguments assez simples à comprendre et qui ne sont finalement qu'un petit détail de cette idéologie. La plupart des gens dans le monde qui étaient anticommunistes ne l'étaient pas parce qu'ils avaient compris réellement qu'ils voulaient être capitalistes, partisans de la propriété privée défendue par l'État et d'une participation minimale du gouvernement dans l'économie. Comme je le résume assez souvent, dans la guerre froide, la plupart des gens qui ont adhéré au bloc de l'Ouest l'ont fait parce que le principal allié du capitalisme, c'était le monarchisme. Les gens simples ne comprenaient que des repères sociaux assez stables, assez anciens, comme la présence d'un roi, d'un leader religieux, d'une forme d'éternité, une sorte de peur du changement. Et finalement, aujourd'hui, il constitue même une forme de caste de déçus, de gens qui ont finalement adhéré au bon camp durant la guerre froide, ou du moins ils estiment, mais qui se rendent compte peut-être un peu trop tard qu'ils n'en ont pas tiré grand-chose. Et de l'autre côté,
le bloc de l'Est a souvent incité une part de la population qui se trouvait dans le bloc de l'Ouest à la rejoindre idéologiquement, des fois pour des questions assez mineures, voire assez idiotes, comme le fait de casser le patrimoine ancien, de faire un peu la révolution contre ses parents, de vouloir peut-être même certaines idéologies extrêmes, l'abolition des genres, qui est une question que l'on retrouve aujourd'hui. C'est donc, en fait, le problème n'est pas russe contre américain. Le problème est un modèle à l'Ouest où le pays, les États-Unis, qui est le principal, s'est bâti sur une sorte d'image où chacun doit s'accomplir par soi-même au milieu de ce pays où tout était à conquérir en termes de territoire, où il y avait de la place pour tout le monde, tout en respectant effectivement les libertés de chacun, et face à une idéologie à l'Est, sur ce vieux continent européen, où il n'y a plus forcément beaucoup de place, où des pouvoirs successifs ont dominé des populations diverses. Beaucoup de choses avaient déjà été faites, mais étaient en finale à refaire, à réformer. Et finalement, où un seul acteur social pouvait, euh, je dirais, transformer cela, c'était l'État. Donc, la peur du communisme, elle a été instillée, je dirais, pardon, dans le bloc de l'Ouest par ceux qui avaient le plus à perdre d'une venue au pouvoir du communisme. Et c'était des gens finalement assez peu nombreux. La plupart de ceux qui ont combattu le communisme n'ont pas compris ce qu'ils ont combattu et finalement n'y ont pas gagné grand-chose. Certains se considèrent même comme manipulés. Et d'un autre côté, effectivement, aujourd'hui, de l'autre côté, c'est plutôt des adhésions, on va dire, dans des milieux estudiantins plutôt du bloc de l'Ouest à des mouvements inspirés du communisme qui étaient effectivement un peu déracinés, décontextualisés et qui apparaissent aujourd'hui un peu comme des caprices adolescents sans réelle motivation profonde. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup des pays qu'on dit aujourd'hui de l'ex-URSS, c'est-à-dire tous les pays baltes, les pays de l'Est européen, en fait, se sont ralliés ou en tout cas ont été particulièrement accueillants avec les nazis, justement, non pas par adhésion à une idéologie, mais au contraire par haine envers une autre, en fait. Et souvent, ils ont été encore plus violents, justement, pour les zones qui sont non russes historiquement. Parce que, ils avaient vécu dans leur chair, dans leur famille, la colonisation et tout le système, communiste de Staline qui a été, assez radical et on retrouve ça, donc il y a une sorte de continuité entre la Seconde Guerre mondiale, et la guerre froide. Donc, ce que je voulais dire, oui, surtout, c'est que la guerre froide, on utilise le mot guerre. Dans le mot guerre froide, on a eu juste avant, elle fait suite en fait à une guerre qui était la Seconde Guerre mondiale, qui a été une guerre absolument traumatisante et sûrement une des plus violentes et des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Quand on voit la différence entre ce conflit qui est la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, on se pose la question déjà, est-ce qu'on peut parler vraiment de guerre? Et surtout, pourquoi on parle de guerre froide? Quelle est la signification de ce terme précis? Raphaël, je te laisse commencer. En fait, il faut d'abord déterminer ce qu'est une guerre. Est-ce qu'une guerre ne se définit que par un affrontement direct entre au moins deux belligérants? Pas nécessairement, puisque en fait, et ça existe depuis même bien avant l'ère moderne, on peut avoir des puissances principales qui envoient leurs alliés ou leurs vassaux s'affronter entre eux pour essayer d'obtenir un avantage décisif sur l'adversaire et pour ensuite faire des pressions diplomatiques
ou militaires plus directs et plus prononcés. Là, en l'occurrence, on parle de guerre froide parce qu'il n'y a jamais eu d'affrontement direct entre, on va dire, les Américains et la Russie. Mais comme l'a très bien dit François, l'affrontement qui a eu lieu n'était pas uniquement entre les Américains et la Russie, c'était beaucoup plus large. Le problème, c'est que souvent, cet affrontement ne s'est pas cristallisé entre des pays, on va dire, satellites de l'un ou l'autre leader des deux camps, mais à l'intérieur même de certains pays. On peut penser au Vietnam, on peut penser à la Corée, et à de nombreux autres pays, au Cambodge, au Laos, où il y a eu des guerres civiles internes, des guerres civiles, parce que c'est forcément interne, j'ai envie de dire, entre les partisans des uns et des autres. C'est pour ça, en fait, que le terme guerre, à mon sens, n'est pas impropre, puisqu'il y a eu effectivement des affrontements entre les représentants de chaque bloc, mais on parle de guerre froide parce que ça s'est toujours fait par une espèce de filtre, justement à cause du risque d'anéantissement nucléaire. Il ne faut pas oublier que les États-Unis et la Russie, à eux deux, avaient des stocks suffisants pour, on va dire, rayer l'essentiel de la planète de la carte. En tout cas, l'essentiel des terres immergées, pour être plus précis. Donc, fatalement, pour éviter que ça dégénère, si j'ose dire, il valait mieux essayer de gagner un avantage par pays et en essayant d'infiltrer ou de retourner le pays de l'intérieur, plutôt que d'affronter directement son ennemi. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'on peut parler vraiment de guerre froide. François ? Donc, pour revenir aussi au sujet, il peut y avoir des continuités entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, mais je dirais c'est pas vraiment le maître mot. Le maître mot de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'identité. Et ne faisons pas forcément une focalisation que sur le fascisme allemand ou le fascisme japonais. C'est une question d'identité, pas nécessairement raciale. Le maître mot de la guerre froide, c'est le système économique et la place de l'État dans l'économie. Par contre, là où il peut y avoir une forme de continuité, c'est plutôt dans la façon de gérer la guerre. Si on prend la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que ce qu'on voit comme une continuité est plutôt une succession de guerres. Si on se place en 1939, l'Allemagne déclare la guerre à la Pologne, de même que la Russie, mais l'Allemagne et la Russie ne sont pas encore en guerre, et elles ne le seront que plus tard. Et de même, durant la guerre froide, on peut voir des conflits effectivement satellites, et c'est une espèce d'analyse des fois holistique qui essaye de nous faire admettre à un espèce d'ensemble, alors que ça n'en est pas forcément ou nécessairement un. Pour expliquer rapidement, on va dire, cette définition de guerre froide, est-ce que c'est une guerre ou non? En réalité, il s'agit d'une continuation de l'impérialisme des puissances qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les alliés occidentaux et soviétiques terminent la Seconde Guerre mondiale, on peut dire qu'ils font main basse sur le gâteau qui est essentiellement l'Europe et l'Asie du Nord-Est, à savoir Chine, péninsule coréenne, Japon. Mais pour pouvoir asseoir leur domination sur ces régions du monde qui sont parmi les plus développées et aussi qui contiennent les populations les plus instruites, ils ont dû leur vendre le fait qu'ils amenaient la paix. Donc par conséquent, leur domination doit se faire par adhésion complète et non par ce qu'on pourrait qualifier éventuellement de tyrannie. Il a fallu faire, on y reviendra peut-être plus tard, des concessions à l'idéologie que l'on imposait régionalement en Europe et en Asie du Nord-Est. Parce que c'était le théâtre de guerre de la Seconde Guerre mondiale et les régions du monde les plus intéressantes. Par contre, ailleurs, c'était beaucoup moins le cas. C'était des régions ailleurs dans le monde qui n'avaient que peu ou pas connu les affrontements de la Seconde Guerre mondiale
et avec une population localement qui, pour un bloc ou l'autre, était beaucoup plus facile à manipuler. Et c'est là qu'effectivement ont eu lieu les guerres de la guerre froide. Qui sont des guerres de proxy, en fait. Et souvent, il y a un Tout à trêve fait. des guerres de proxy, parce que les deux belligérants ne rentrent pas directement en conflit, et parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu en as parlé, Raphaël, de l'arme atomique, ce qui empêche, en fait, un conflit direct, mais elle se fait par l'utilisation d'autres contextes de conflits localisés, qui sont ensuite récupérés à des fins idéologiques, comme tu as dit, François, d'utilisation de, comment dire, politique de où se situe l'État dans l'économie. Mais c'est pas vraiment. C'est pour ça qu'on parle de guerre froide, mais en fait, il y a des guerres chaudes dans la guerre froide, en fait. C'est ça qu'on C'est-à-dire que devrait la dire. guerre n'est froide qu'en Europe et en Asie de C'est ça, l'Est. ouais. Par Tout à fait. contre, il ne faut pas forcément non plus tomber dans l'écueil de dire que les populations locales étaient manipulées. J'ai souvent ce comparatif en tête quand je pense à ce genre de guerre sur très grande échelle, qui est la guerre de sécession aux États-Unis. Quand il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis, des États américains se sont violemment affrontés, pas nécessairement uniquement sur la question de l'esclavage, mais surtout beaucoup plus sur la question du centralisme d'État, à savoir est-ce que les États-Unis devaient être une vague confédération ou un État unifié à l'européenne, surtout sur un modèle français ou britannique. Et Mais aussi sur ces des questions de questions, modèle économique d'ailleurs. Entre le effectivement, nord industriel et le sud qui était davantage agricole. mais en fait, ce sont surtout les États de la côte Est qui étaient les plus peuplés et avec la population la plus instruite qui ont eu, on va dire, l'alignement le plus marqué et qui ont véritablement contextualisé cette guerre. Mais ce n'est pas là, dans cette région-là de la côte Est, que ça a fait le plus de morts. Ça a fait le plus de morts de l'autre côté des Appalaches, c'est-à-dire entre ces montagnes qui séparent la côte Est de la vallée du Mississippi et le Mississippi, puisque au-delà, à l'ouest, il s'agit d'un territoire fédéral qui n'est pas encore découpé entre États. Et là, on a, désolé du mot, mais on va dire, on a les ploucs, on a les abrutis qui se mettent à s'aligner sur un ou sur l'autre camp pour des raisons qu'ils n'ont même pas eux-mêmes compris et qui s'enorgueillissent d'avoir tout compris et qui vont aller beaucoup plus violemment dans cette guerre contre leurs voisins du Sud. Donc il s'agit soit des États qui sont près des Grands Lacs, soit des États plutôt proches de l'embouchure du Mississippi, parce que ils sont beaucoup plus bêtes. On va dire ça comme ça. Mais ça fait un gros réservoir de gens, de masse, que on peut dire le vrai Nord, qui est dans le nord-est des États-Unis, voulait agripper de son côté, et le vrai Sud, au sud-est, de même. Donc, ces gens-là étaient tout autant responsables du conflit que ne l'étaient, on pourrait dire, les élites dans la partie très urbanisée des États-Unis. Et si on met ce raisonnement à l'échelle mondiale, il s'agit aussi de la même chose. Euh, les gens du continent africain, des fois sud-américain, du Moyen-Orient, ne comprenaient rien à ces histoires de l'État doit-il intervenir dans l'économie, etc. Beaucoup étaient des territoires colonisés qui venaient tout juste de devenir indépendants. En cela, ils voulaient effectivement adhérer aux principes révolutionnaires du communisme. Mais une fois la puissance coloniale partie, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a eu des errements, on a eu des... Et simplement pour des questions de détail, sans forcément avoir été manipulé ni par le KGB ni par la CIA, des forces vraiment locales se sont affrontées beaucoup plus violemment que ne l'aurait espéré ceux dont on pense qu'ils les manipulaient. D'une manière générale, les accusations de manipulation de certains groupes qui vont être qualifiés de plutôt pro-communistes ou, comme la plupart des pays, on va dire, en dehors des régions où la guerre était froide, comme ils ne comprenaient même pas ce mot de capitalisme, ils se définissaient plutôt comme nationalistes, même s'ils avaient beaucoup de mal à définir ce mot. Ils ont
le fait d'accuser un tel d'être soutenu par Moscou, par Washington, était véritablement des fois complètement ridicule. C'était des arguments politiques. C'était Oui, mais uniquement de la politique c'était politicienne. Mais Mhm. ça, c'est une arme qu'on connaît depuis longtemps. Les communistes qui traitent leurs adversaires de fascistes pour un oui, pour un non. Oui. Maintenant, si tu dis que le ciel est bleu, selon Sandrine Rousseau, t'es fasciste. Donc Mhm. là aussi, on voit la Mais continuité entre l'époque et maintenant. de chacun des bords, parce que les accusations Et de étaient l'autre côté aussi, tu as raison, puisque aux États-Unis, tu as eu le macartisme, où exactement justement, traiter quelqu'un de communiste équivalait à une une mort politique, ostracisation. c'est certain, mais même une mort sociale, voire même à des poursuites, ou en tout Mhm. cas à des investigations du Les FBI. origines de la cancel culture, mais même, on va Exactement. dire, un simple nostalgique de la monarchie en Ouzbékistan accusé d'être manipulé par les États-Unis alors que la plupart des gens ne savaient même pas que ce pays existait. Alors Euh, après, pour quand même modérer ce que tu dis, il y a quand même eu des manipulations des deux côtés, malgré tout. Mais tu as ex- raison de dire que c'était pas le seul et unique moteur. Là, on en revient à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que la guerre froide est venue aussi, comment dire, se coller Mhm, sur des affrontements intérieurs ou interétatiques qui mhm, préexistaient à la guerre froide et à l'arrivée du communisme. mhm, C'est ce que disait John sur les ex-États de l'URSS, les États baltes et même l'Ukraine. C'était, comment dire, leurs alliances politiques s'expliquaient davantage par la volonté d'être indépendant de la Russie, en l'occurrence, pour ces États-là, plutôt mhm. que véritablement une adhésion au nazisme pendant la guerre ou même après coup à d'autres politiques. Mm. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu des manipulations, mais, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta manière d'expliquer, ce n'est pas seulement, comment dire, entre guillemets, la bêtise des peuples qui a joué. C'est simplement qu'ils se sont dit, nous, on a des intérêts, on va défendre ces intérêts, et finalement, rejoindre tel ou tel bloc correspond aussi à nos intérêts. Il y a eu des motivations idéologiques de certains, et le triomphe de tel ou tel quand à l'intérieur de certains pays, comment dire, a permis véritablement un triomphe idéologique de ce camp. Par exemple, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, il y a eu un triomphe, enfin, surtout au Vietnam, il y a eu un triomphe du communisme. Les opposants se sont fait massacrer et encore aujourd'hui, tu as une espèce de, comment est-ce que je pourrais dire, de mentalité qui reste calquée sur ce modèle qui a existé depuis maintenant 50 ans et même encore aujourd'hui. On va dire que le régime de ce pays n'a pas totalement effacé son héritage de ce point de vue-là. Mais tout ça pour dire que c'était pas uniquement la bêtise des gens. C'était aussi des intérêts bien plus prosaïques et à mon avis bien plus calculés que ce qu'on entend. C'est quand je sous-entends bêtise, c'est enfin que des leaders dans certains mouvements ont voulu se servir du capitalisme ou du communisme comme allié, bien entendu, mais faire adhérer des masses aussi énormes de gens, euh, même des concepts qui étaient peut-être plus terre à terre que simplement le modèle économique libéral ou dirigiste, des concepts plus effectivement de nationalisme un peu en retard, puisque normalement ces questions avaient été réglées avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais Pas aussi des partout. questions, et voilà, c'est pour ça que effectivement je dis ça aurait dû être réglé en retard, c'est-à-dire que ce qu'on espérait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est que le monde entier tire les leçons humanistes de ce que l'Europe a normalement tiré de la Seconde Guerre mondiale. On peut voir clairement que en dehors de l'Europe, ça n'a pas été le cas. Mais il y a aussi des questions plus de redirection de fois de certains secteurs économiques, c'est-à-dire des pays qui se posent la question est-ce qu'on continue d'exporter les mêmes matières premières que pendant l'époque coloniale. Il y en a d'autres qui se disent est-ce qu'on ne va pas chercher d'autres partenaires commerciaux que ce qu'on avait jusqu'à présent, puisque le reste de la planète était effectivement essentiellement tourné vers une exportation vers l'Occident plus que vers eux-mêmes. Et ça, même ça,
faire adhérer des centaines de millions, de milliards de paysans dans le monde qui ne connaissaient rien d'autre que les 10 kilomètres à la ronde autour de leur village, c'était, si on ne s'adressait pas à eux en termes très 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 simples, c'était dur. Et ensuite, juste, je voudrais, pour être bien sûr de recadrer, parce que pour moi, les mouvances d'extrême droite ou les milieux qui ont été fascistes, pour moi, en termes économiques, ne sont pas nécessairement à classer ni vers la droite ni vers la gauche. Beaucoup de régimes qui ont Je été suis bien pendant la d'accord. Seconde Guerre mondiale classés à l'extrême droite n'étaient pas les amis des patrons. Très loin de là. Ouais, mais Donc, ça nous faut renverrait à un vraiment... autre débat sur le fascisme. Exactement, mais c'est pour dire que euh, quand on est un ennemi du communisme, on n'est pas nécessairement un fasciste, on est plutôt un Oui, ordolibéraliste. C'est-à-dire que bon, dans un les libéral régimes tout court. fascistes qui ont caractérisé la Seconde Guerre mondiale, la question économique est toujours très floue. Il y a quand même une participation assez importante de l'État dans la plupart des régimes qui ont été Mm. fascistes ou ont été qualifiés comme tels, qui des fois, sur la question économique, pourraient littéralement les faire accuser d'être d'extrême gauche. Donc, c'est véritablement se dire, est-ce que quand on est un opposant au communisme, on est juste un partisan échevelé de l'enrichissement de chacun uniquement en fonction de ses compétences, de manière un peu, on peut le voir aujourd'hui, complètement décontextualisée. Et est-ce que le simple fait de vouloir un minimum de redistribution à l'intérieur d'un pays fait de vous un partisan de l'abolition des libertés individuelles et de l'enfermement de tous les citoyens dans une immense prison qui s'appelle l'État? Ça a été compris comme ça par une grande partie de la population mondiale. Et tu me parlais tout à l'heure du Vietnam. Euh, Quand je dis véritablement des fois des idiots, c'est aussi bien aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir une définition un peu plus dépassionnée de ce que le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est ont apporté à chaque pays d'Europe. Quand on interroge des gens d'Asie du Sud-Est, c'est entre le Vietnam et la Thaïlande, chacun est persuadé d'avoir fait le bon choix. Bien Aujourd'hui, c'est sûr. le Vietnam qui fait le plus de croissance, même s'il est plus pauvre que la Thaïlande. Mais la Thaïlande, c'est la moindre opposition au roi, c'est prison terminée, quoi. Donc, et puis après, ils vont dire, oui, mais au Vietnam, la moindre opposition au parti communiste, c'est prison terminée. C'est plutôt, disons, vous êtes qualifié de communiste échevelé si vous voulez en Thaïlande l'instauration d'un salaire minimum. Et si vous voulez plus d'entrée d'investisseurs étrangers au Vietnam, vous êtes considéré comme un ennemi du parti. Et c'est véritablement sans discussion, et chacun est persuadé d'avoir fait partie du bon camp. On peut dire que à la fin de la guerre froide, si on compare uniquement le PIB par habitant, ce qui est une donnée quand même un peu brute, on peut dire que la Thaïlande avait raison, mais jusqu'à quand aura-t-elle raison? Parce que la Thaïlande s'enorgueillit d'être l'un des pays qui a fait le bon choix pendant la guerre froide. C'est un des champions mondiaux des inégalités. Si Et vous comme êtes... tu l'as dit pour le Vietnam, ils ont une Mhm. croissance de plus en plus importante puisque on est en train d'envoyer les usines qu'on avait initialement envoyées en Chine, qui sont en Oui, train de les envoyer ensuite en Vietnam. et le Vietnam est en train de faire une croissance qui crée une classe moyenne, ce que Oui. la Thaïlande n'a jamais eu. Ce qui généralement peut sonner aussi le glas de l'idéologie communiste, en tout cas brute. Parce que Oui, on l'a vu en Chine, l'émergence d'une... Alors, comment dire, il ne faut pas inverser cause et conséquences, dans le sens où ça n'est pas nécessairement l'émergence d'une classe moyenne chinoise qui a entraîné l'assouplissement, en tout cas le changement de la doctrine communiste, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un changement à la tête de l'État, en l'occurrence par Deng Xiaoping, qui a permis, par les choix économiques, par ses choix économiques, de créer à terme une classe moyenne. Mais le fait est que la création de cette classe moyenne permet vraiment de réduire l'influence du communisme, puisque finalement, des millions de gens qui étaient, entre guillemets, condamnés à la pauvreté se voient aujourd'hui bénéficier de conditions de vie et de revenus que leurs parents même ne pouvaient pas espérer. Donc là aussi, c'est pour ça que je reviens à ce que tu disais initialement, à savoir que
le conflit de la guerre froide et plus généralement l'opposition communisme-capitalisme s'articule et même trouve parfois des résolutions, en tout cas une forme de fin, par l'économie également. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand la population générale gagne un certain niveau de vie, les affrontements sur le terrain économique finissent par s'apaiser ou en tout cas se tasser, puisqu'il y a une moyennisation et que ça se traduit sur le plan politique. Pour revenir au thème d'aujourd'hui qui est la France, c'est justement un équilibre communisme-capitalisme qui a permis l'émergence et le maintien de la classe moyenne. Je dirais plutôt que c'est une troisième voie. Et là, on précède un peu les questions qui vont venir. On y arrive. Parlons de France, justement, tu as raison, François. Allez, vas-y. Juste pour terminer, en fait, la classe moyenne, la création d'une classe moyenne de taille suffisante, disons bien de taille suffisante, il ne faut pas avoir 100% de la population dans la classe moyenne, c'est bon, on est content, est normalement, en gros, l'objectif du communisme. Ce qui veut dire que normalement, s'il l'atteint, il n'a plus de raison d'être. Et en revers, on peut dire que la création et le maintien d'une classe moyenne pour le capitalisme, c'est la mise de c'est l'apposement de son idéologie sur une réalité. C'est sa concrétisation normalement. Ce qui veut dire que sinon, c'est un peu ce que font les ultralibertariens, c'est qu'ils parlent dans le vide. C'est-à-dire que l'espèce d'homme idéal qui ne s'accomplit que par lui-même n'existe que dans leurs paroles. Parce qu'il n'est pas né avec... un homme ne naît pas avec les connaissances qui permettent sa réussite économique dès son état embryonnaire. Donc oui, la création et le maintien d'une classe moyenne était l'objectif normalement proclamé de chacun des deux systèmes. Et effectivement, une fois que cette classe moyenne arrive, effectivement, on s'éloigne des versions les plus extrêmes de l'un ou de l'autre idéologie. Et peut-être effectivement, dans l'accomplissement de cet objectif, quelque part, la France est peut-être l'un des pays qui a le plus réussi. Parce que justement, on associe la France plutôt au bloc de l'Ouest, au bloc américain. Tu as dit tout à l'heure, Raphaël, qu'on s'était doté notamment de l'arme atomique pour éviter une guerre avec l'URSS. Mais dans l'idée de Gaulle, c'était pas forcément que pour ça, c'était surtout pour éviter, pour être indépendante vis-à-vis de l'URSS, mais surtout vis-à-vis des États-Unis. On rappelle que le débarquement de 1944, il considérait ça comme une forme d'invasion qui est une menace qui pèse après, peut-être, effectivement, d'un point de vue russe, au niveau de la guerre froide. Mais donc c'est l'indépendance de la France qui était en jeu. Et donc comment, durant la guerre froide, la France, justement, affirme son indépendance. Quel est son choix, justement, réel? Comme je dis, on l'associe souvent à l'Ouest. Est-ce qu'elle était vraiment à l'Ouest? Ou, tu as parlé d'ailleurs d'une troisième voie, mais quelle est historiquement la place de la France dans ce conflit? Je te laisse commencer, Raphaël. Justement, je parlais de troisième voie parce que, en fait, François vient de dire, a dit il y a quelques instants que c'est finalement une sorte de conciliation entre le capitalisme et le communisme qui a permis l'émergence de cette classe moyenne et une certaine réussite économique. Moi, je dirais plutôt que c'est une forme de dépassement de cette opposition par une troisième voie. Qu'est-ce que j'entends par là? On va revenir avec l'un des personnages qui a le mieux incarné ce concept en France dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est De Gaulle. Pour contextualiser un peu sur le plan idéologique, il faut savoir que De Gaulle a de très nombreuses influences et parmi elles, il y a ce qu'on appelle le catholicisme social. Pourquoi? Parce que De Gaulle est né et a grandi à Lille, c'est-à-dire dans une région de la France essentiellement minière et industrielle. Donc il a été confronté très tôt à la pauvreté et aux conditions désastreuses des miniers, des ouvriers en général. Et donc il a tout de suite très tôt eu la volonté et le besoin d'améliorer les conditions de vie et de travail de ces gens. Seulement,
par son parcours intellectuel, et également l'histoire va démontrer que le communisme, c'est certain, ne permet pas de répondre à ces préoccupations et d'améliorer durablement et globalement le niveau de vie de la population. Mais de l'autre côté, le capitalisme pur qu'incarnent par exemple les États-Unis ne le permet pas non plus, puisqu'il a tendance à laisser sur le bas-côté ceux qui ne réussissent pas ou ceux qui ne sont pas intégrés par le système capitaliste. Et donc, De Gaulle, sur un plan économique, va essayer de concilier, d'une part, le besoin de créer la richesse, parce que c'est le préalable à toute prospérité, mais ensuite, il va vouloir la répartir, dans le sens où il voulait qu'un maximum de Français et que toutes les classes sociales bénéficient de la création de richesses. Là-dessus, je renvoie à des ouvrages comme par exemple C'était De Gaulle de Alain Perfit, qu'on critique beaucoup, mais qui retranscrit des phrases et des discussions qu'il a eues avec le général ou auxquelles il a participé ou auxquelles il a assisté, qui détaillent vraiment bien cette optique. Et cette volonté de troisième voie sur le plan économique, on va le voir avec par exemple le fameux plan quinquennal qui n'avait pas grand-chose à voir avec celui soviétique. Celui soviétique, c'était vraiment le gouvernement décidait de quotas et d'objectifs qu'il fixait unilatéralement aux entreprises et les entreprises devaient suivre. Du côté de De Gaulle, c'était quand même une meilleure conciliation, sachant que le plan ne date pas de Gaulle, il date de bien avant, sous la 4e République. Et cette idée de troisième voie ne va pas seulement se concrétiser sur un plan social, économique, mais aussi international et politique. C'est-à-dire qu'au niveau international, comme tu as très bien dit, John, il y a la volonté d'être indépendant de tout le monde, parce que c'était l'une des grandes phrases du général de Gaulle, qui est rapportée et très bien expliquée par un autre historien qui s'appelle François Kersaudy, qui disait « Un homme peut avoir des amis, une nation jamais ». C'est pour ça que si, d'un point de vue purement formel, la France était l'allié des États-Unis, et elle l'a démontré, il fallait que la France ait sa propre voix. C'est pour ça que De Gaulle s'est échigné pendant toutes ces années au pouvoir à discuter avec ce qu'on appelait le bloc de l'Est, les soviétiques, mais aussi leurs vassaux. Il a fait un voyage en Pologne, en Hongrie, en Roumanie. Il a été aussi, je crois, l'un des premiers, sinon le premier, à reconnaître la Chine continentale en 1963, si je ne dis pas de conneries, ou en 64. Et donc voilà, l'idée, c'était toujours d'avoir un canal direct et des échanges et des collaborations avec ce bloc-là pour ne pas, que le rideau de fer existe aussi sur un plan international. Et on peut voir d'ailleurs que De Gaulle avait cette obsession dès la Seconde Guerre mondiale, puisque alors qu'il était à Londres, il a cherché en 1944, il est allé en URSS et il a cherché à signer un accord avec Staline pour que Staline reconnaisse la France libre. Et cet accord, il l'a conclu sans l'aide des Anglais et des Américains, justement pour pouvoir exister en dehors d'eux. Maintenant, ceci étant dit, je disais que la France était formellement les alliés des États-Unis, elle l'a été aussi très concrètement. Lorsqu'il y a eu la crise des missiles de Cuba en 62-63, là aussi, De Gaulle a immédiatement apporté son soutien à Kennedy en disant « si ça dégénère, on est derrière vous ». Pourquoi ? Parce que si la France s'était dotée par elle-même de l'arme atomique, elle avait tout à fait conscience qu'en cas de conflit direct avec l'URSS, ça allait être très compliqué pour le moins. Et du coup, elle n'a pas hésité à soutenir les États-Unis. Mais ça n'a jamais été un soutien aveugle, comme on peut le voir aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense que la troisième voie n'est pas seulement un concept fumeux et insaisissable, mais a bel et bien existé. Et d'ailleurs, on en reparlera sans doute. On devrait s'en inspirer et peut-être l'actualiser pour nos problématiques actuelles. François, quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je dirais juste que pour résumer,
dans la guerre froide, il y a eu deux idéologies qui se sont affrontées, mais la menace plus concrète et plus tangible était entre deux ou plus, parce que dans le bloc de l'Ouest, il y en avait plus, deux alliances militaires. Donc on avait une alliance militaire des pays du bloc de l'Est qui s'appelait le Pacte de Varsovie, qui regroupait effectivement la plupart des pays d'Europe d'obédience communiste, et il y en avait trois autres du côté du bloc de l'Ouest, principalement l'OTAN, mais on oublie aussi souvent l'OTAS, Organisation du traité d'Asie du Sud-Est, et le Pacte de Bagdad. Même si ces deux autres se sont finalement révélés peu fiables pour les États-Unis principalement, avec des pays qui rentraient, qui sortaient un petit peu au gré de leurs humeurs. Donc l'alignement de la France durant la guerre froide, même si elle n'est pas restée dans l'OTAN, son alignement militaire était clair. C'est beaucoup plus, la troisième voie s'incarnait beaucoup plus sur la question économique que la question diplomatique. Donc c'est effectivement un peu difficile à concevoir. Ça se retrouve dans d'autres pays comme la Turquie, qui est effectivement un pays membre fondateur de l'OTAN, qui y est resté, mais qui, durant des années de kémalisme et des successeurs de Kemal, avait un système économique relativement dirigiste. Donc, il faut vraiment juste faire la différence entre l'alignement militaire pendant la guerre froide et l'orientation économique à proprement parler. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'opposition entre finalement ces deux blocs était loin d'être aussi simpliste, puisque chacun de ces deux blocs n'était pas monolithique. En tout cas, dans le bloc de l'Ouest. C'est magnifique. Pardon, je te pique ton boulot. Non, mais c'est magnifique. Non, mais. Justement, mais tout s'enchaîne parfaitement. Mais c'est ça. Non, vous êtes bon. Justement, bon, vous avez déjà montré que c'était pas de grands blocs monolithiques, mais est-ce que là, on a vu le point de vue de la France. Déjà, juste le point de vue de la France témoigne déjà du fait que ce n'est pas deux blocs monolithiques. Mais est-ce que on peut détailler, est-ce que François, je vais te laisser commencer à détailler un peu cette nuance qu'il faudrait apporter et qui est fondamentale, et d'ailleurs pourquoi elle serait fondamentale d'apporter cette nuance? Est-ce que c'est pas plus simple et plus facile à comprendre de considérer que la guerre froide est un affrontement entre deux blocs, ou comment dire, qu'est-ce qui spécifie les différentes positions qui ont été prises, et quelles sont les autres voies? Est-ce qu'il y a même des 4e, 5e, 6e voies en réalité? Je disais en début d'émission que l'URSS et les États-Unis s'étaient finalement jetés sur l'Asie du Nord-Est et le continent européen comme des prises de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Mais que parce que la base, pas seulement industrielle, mais également culturelle et politique était très importante dans ces pays, pour que chacune des deux puissances puisse affirmer sa domination sur des morceaux du gâteau, ils ont dû faire des compromis. On peut clairement dire que, quelque part, le fait que les États-Unis n'aient même pas essayé, on va dire, un complot pour dessouder De Gaulle, qui incarnait un peu effectivement cette troisième voie, ce trublion, est déjà un compromis. Mais dans le bloc de l'Est, il y a des compromis aussi. On peut dire que des fois, malgré les discours qui ont pu être affichés, notamment des fois même en Allemagne de l'Ouest, où la haine du communisme pendant toute la guerre froide était véritablement encore plus lourdement exprimée qu'elle ne pouvait l'être en France, localement, il y avait des filets de protection sociale, il y a eu effectivement des instruments qu'on appelle les acquis sociaux, des salaires minimums, des heures de travail encadrées, un certain protectionnisme douanier pendant un moment. Et dans le bloc de l'Est, on a fait des compromis sur notamment les questions identitaires et religieuses. Jean-Paul II n'a pas été tué. La plupart des églises qui existaient dans le bloc de l'Est étaient certes montrées du doigt, elles n'ont pas été dynamitées. Et il est vrai que c'est par exemple quelque chose qu'on voyait moins en Asie de l'Est.
en Asie de l'Est. Si vous êtes ressortissant d'un pays membre du bloc de l'Ouest, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, vous vous exprimez sur la question d'un salaire minimum, vous finissez le lendemain avec une balle dans la tête, les deux pieds dans le béton, au fond de la baie. Et si vous voulez, dans les pays d'Asie de l'Est, mais membres du bloc de l'Est, Chine, Corée du Nord, si vous voulez défendre littéralement des fois la propriété privée sur certaines questions, vous finissez dans un camp de travail. Donc, on a eu, finalement, là où on pensait que la guerre était la plus tendue, c'est là qu'il y a eu le plus de compromis à l'idéologie dominante. Donc, par contre, est-ce qu'il y a eu d'autres voies? Il faudrait faire un petit peu une liste des régions du monde parce qu'il y a eu finalement des façons d'aborder ces deux idéologies qui ont été différentes par grandes régions. Donc j'ai parlé de l'Asie de l'Est, j'ai parlé de l'Europe. Si on parle du continent africain, par exemple, que certains analystes un peu simplistes considèrent qu'il a été pas concerné par la guerre froide. Au contraire, il a été très concerné, mais il n'a pas réagi de la même manière. Quand la Seconde Guerre mondiale s'achève, le continent africain est quasi intégralement colonisé. Par conséquent, il ne contrôle pas son orientation politique. Son orientation politique et économique, c'est l'orientation de sa métropole. Et comme toutes les métropoles coloniales étaient situées dans le bloc de l'Ouest, et de toute façon, elle n'aurait pas pu se situer dans le bloc de l'Est, puisque le bloc de l'Est étant identitairement anticolonialiste, il aurait immédiatement mis fin effectivement à ces empires coloniaux. Par conséquent, en 1945, au début de la guerre froide, la totalité du continent africain est considérée comme membre du bloc de l'Ouest, qu'il le veuille ou non. En plus, les seules exceptions, on trouve l'Éthiopie qui est une monarchie. Et par définition, une monarchie, c'est le bloc de l'Ouest, puisque le communisme veut renverser les monarchies pour libérer les peuples. Donc, tant qu'un pays est une monarchie, c'est bloc de l'Ouest, on ne réfléchit pas. Même si, effectivement, localement, des monarchies dans le monde, pauvres, qui étaient des fois sous protectorats coloniaux, et la plupart du temps d'ailleurs, leur parler de libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, fluidité des taux de change et autres, surtout, on va dire, abaissement de toute participation de l'État dans l'économie, mais vous dites ça à un Haïlé Sélassié ou même à un roi de Tonga au fin fond de l'Océanie, mais il va vous regarder avec des yeux. C'est effectivement, mais c'est néanmoins, c'est le bloc de l'Ouest. Et ensuite, il va y avoir des alignements quand ces pays colonisés vont réussir à se séparer de leur métropole. Et on peut considérer qu'un pays qui s'est séparé violemment de sa métropole, à travers une guerre de libération violente, va souvent adhérer globalement au bloc de l'Est, et qu'un pays qui s'est séparé beaucoup plus en douceur a tendance à ne pas réformer les choses. Et on a souvent des petits duos de pays comme ça. On peut considérer que lorsque la Syrie, par exemple, se sépare de l'autorité coloniale française, elle opère un virage à gauche assez net, pas forcément un virage à 180, mais un virage assez net, tandis que le Liban aurait obtenu son indépendance tellement doucement qu'on peut considérer qu'une indépendance trop douce n'est pas une indépendance du tout. Donc en gros, c'est comme si rien n'avait changé. Et le pays reste à économie, disons, avec faible participation de l'État. On a aussi, quelque part, malgré la question religieuse, la même orientation, on va dire, entre Égypte et Israël. Quand un pays cherche réellement à se séparer de sa métropole, les réformes économiques sont telles, qui sont souvent considérées comme nécessaires, sont telles que ça amène le pays dans le bloc de l'Est. Maintenant, si je prends le cas de l'Afrique, si on fait juste un petit détour par la question, par exemple, de la France-Afrique, la France-Afrique a été un dispositif qui a permis
à la France de garder une influence en Afrique, mais donc de maintenir la totalité de ces ex-colonies d'Afrique faisant partie de ce dispositif dans le bloc de l'Ouest. On ne peut pas considérer qu'il y a un pays qu'on peut qualifier comme membre de la France-Afrique, mais qui soit du bloc de l'Est. Ça ne marche pas. Si on prend d'autres régions, comme l'Afrique de l'Est, là, même si ça a mis plus de temps, il y a eu une appartenance très marquée entre des pays qui se sont alignés à gauche, comme ça a été le cas de la Somalie, ou qui sont restés dans le bloc de l'Ouest, comme c'est le cas de l'Éthiopie. Puis il y a eu un changement des deux pays au milieu de la guerre de l'Ogaden. En réalité, on avait des fanatiques religieux d'un côté et de l'autre, et dans une lecture de guerre froide, des fois par un peu une très vague interprétation religieuse, on considère souvent que des musulmans sunnites sont plus proches de mouvances de gauche et que les autres minorités religieuses, on va dire en Moyen-Orient et on peut dire tout ce qui n'est pas dans cette région du monde musulman sunnite, a plutôt tendance à être un peu ordolibéral, comme les juifs en Israël, comme les chrétiens au Liban, comme les chrétiens en Afrique, etc. Donc on qualifie souvent en Afrique et au Moyen-Orient la question d'être à gauche ou à droite sur l'économie par islam sunnite ou autre religion. Et par exemple, autre région de l'Afrique australe, le régime de l'apartheid en Afrique du Sud est un allié de premier ordre du bloc de l'Ouest dans cette région. Donc, des fois, si on se pose la question comment le régime de l'apartheid a fait pour tenir aussi longtemps, c'est parce qu'il était un allié du bloc de l'Ouest. Et effectivement, quand on met en place des lois sur la ségrégation raciale, on n'est pas membre du bloc de l'Est. Il y a une acrointance assez directe. Le Voilà. protestantisme et l'esclavagisme et l'apartheid, ça va un peu Exactement. ensemble, quoi. Et le régime de l'apartheid, justement, est aussi un régime où l'État intervient très peu dans l'économie. L'économie est très dynamique, mais le gouvernement ne contrôle pas grand-chose. Ils sont identitairement, dans leur orientation économique, très proches de cet ordolibéralisme américain. De même, sur des pays qui s'estiment propriétaires d'un grand territoire, comme le Canada ou l'Australie, on estime qu'on va faire la même chose que les États-Unis d'Amérique. C'est si vous voulez vous accomplir, allez au fin fond du Far West et puis accomplissez-vous, quoi. Mais l'État n'interviendra pas dans l'économie. Et donc c'est quelque chose qui a lieu. Faut pas forcément se dire que donc cette orientation bloc de l'Ouest ou bloc de l'Est peut être indépendante de toute question culturelle locale. Dans certaines régions, effectivement, on va calquer la guerre froide sur une orientation religieuse. Des fois, c'est sur une identité plutôt identitairement anglo-saxon. Ailleurs, on peut dire que c'est même pas une adhésion tout court, ça peut être un affrontement intertribal. En Amérique latine, souvent, il s'agissait d'un affrontement normal, parce qu'en fait, le conflit social est quelque chose d'inhérent à la politique, comme disait Moore, mais qui est inhérent au développement économique tout court. Un développement économique finit toujours par créer une classe moyenne émergente. Maintenant, à quel pourcentage, à quelle vitesse? Et en fait, certains vont vouloir soutenir cet effort et d'autres vont vouloir le freiner, et c'est l'affrontement de ces deux forces qui est quelque chose de normal dans un pays. Et de penser qu'il s'agit d'un complot nécessairement venu de l'étranger est effectivement très insultant pour les gens localement. Mais des conflits sociaux qui ont secoué l'Amérique latine sont rentrés dans cette matrice de guerre froide. Si on était plutôt bourgeois aisé en Amérique latine, on était du bloc de l'Ouest. Point barre. Et si on était plutôt ouvrier qui voulait une amélioration de ses conditions de vie, on a fini par adhérer au communisme. Donc c'est en fonction des états de développement de chacun, on va lire un critère plus ou moins important à cette question de guerre froide. Mais effectivement, il faudrait détailler un peu grande région par grande région. Alors juste pour rebondir sur ce que tu dis, François, déjà il y a un point que tu as introduit, mais finalement qui est quand même très important, c'est que l'Afrique
a été aussi, entre guillemets, un terrain de la guerre froide, en tout cas du point de vue des influences. Seulement, et ça renvoie à la question qu'on a traitée un peu plus tôt, ça n'était pas nécessairement un affrontement, pour le coup, chaud et militaire entre des pays d'Afrique d'un bloc contre des pays d'Afrique de l'autre. Ça a été plutôt autour de la question de la colonisation. Il faut bien comprendre que et les États-Unis et l'URSS cherchaient à, détruire les empires coloniaux européens traditionnels pour des raisons différentes. Et en tout cas, le point commun, c'était qu'ils voulaient justement étendre leur influence sur ce continent, aussi pour des raisons d'intérêt financier ou d'accès aux ressources, etc. Et François l'a très bien dit, quand la décolonisation ou l'indépendance se faisait de manière violente, généralement, les pays en question rejoignaient ou en tout cas se rapprochaient du bloc de l'Est pour une raison assez évidente, c'est que comme leurs anciens colonisateurs étaient du bloc de l'Ouest, eh bien, pour marquer la séparation et la fin de cette tutelle, on ralliait un peu ou on se rapprochait de l'autre camp. Ça a été le cas de l'Algérie, ça a été le cas de l'Égypte de Nasser, ça a été aussi le cas d'ailleurs du Ghana, par exemple, qui a cherché à un moment à prendre ses distances vis-à-vis du Commonwealth et des Britanniques. D'ailleurs, c'est très bien raconté dans la série The Crown, pour ceux qui aiment le cinéma. Mais derrière, il y a eu aussi des affrontements internes au bloc de l'Ouest. C'est-à-dire que les États-Unis voulaient vraiment faire taire toute opposition au sein de leurs alliés et de ce qu'ils considéraient parfois comme leurs vassaux, il faut bien le dire, notamment vis-à-vis de Gaulle. Pendant la guerre en Algérie, il faut savoir que non seulement politiquement, les États-Unis attaquaient souvent violemment la France, en tout cas significativement, et il faut aussi dire qu'on a quand même de très fortes suspicions que les services américains ont pu soutenir le FLN en général et les rebelles algériens plus globalement. Donc il faut bien voir là aussi que la guerre froide, encore une fois, ce n'est pas aussi binaire qu'on le croit. Il y a des oppositions au sein de chaque bloc, et d'ailleurs on le voit aussi du côté communiste, si j'ose dire, puisque entre la Russie et la Chine, il y a eu très rapidement une opposition nette et marquée qui s'est faite d'abord sur un plan politique, c'est-à-dire que quand Staline est mort et qu'on a eu la déstalinisation en URSS, Mao l'a vu comme une espèce de reniement du communisme pur et a essayé d'être encore plus communiste que les soviétiques. Mais finalement, quand il est mort et qu'il y a eu la succession avec Deng Xiaoping, lui, a décidé de faire un virage, pas nécessairement, là encore, à 180 degrés, mais assez net, pour abandonner, on va dire, un certain nombre de doctrines économiques communistes classiques et au contraire se rapprocher de logiques capitalistes un peu plus courantes, proches de ce que faisaient les États de l'Ouest et en particulier les États-Unis. Donc tout ça pour dire que la troisième voie a été très bien incarnée par la France du général de Gaulle, mais il y a eu aussi des particularités et des adaptations propres à de nombreux pays, en sachant qu'il y a eu toute une série de pays qu'on qualifiait de neutres ou en tout cas de non-alignés, qui se rapprochaient de l'un ou l'autre bloc sans jamais y adhérer totalement, notamment en Afrique. Et tu as parlé du non-alignement, on peut considérer que la France a justement une position... Est-ce qu'on peut... je vous pose la question, est-ce que la France a une position de non-aligné Est-ce qu'elle a une position ambiguë? Donc en fait, quel est son investissement réel? Quelles sont les actions de la France dans ce conflit pour une partie ou pour un autre parti ou pour le parti de l'Ouest, mais en nuançant, en n'allant pas complètement dans ce sens? Quelles sont les actions que fait la France et pourquoi on peut considérer que c'est ambigu ou non? Voilà. François, je te laisse. Je reviens sur ma réponse précédente. En France, la troisième voie ne s'incarne que sur le volet
économique. Sur le volet diplomatique, les choses sont claires. On est un pays membre du bloc de l'Ouest et même quelque part de manière très cynique, à travers par exemple la France-Afrique, nous gardons certains pays dans le bloc de l'Ouest. Maintenant, évitons aussi les glissements de vocabulaire. La troisième voie, en termes économiques, elle peut s'incarner. Après, en termes politiques, elle rejoint, comme tu l'as dit, au mouvement des non-alignés, qui avait été initié par l'Inde, un peu l'Indonésie et quelques autres pays, effectivement, qui étaient devenus indépendants, peut-être en Afrique et ailleurs. Mais la France n'en a jamais fait partie. Donc, la troisième voie, il faut vraiment bien savoir si on parle d'une troisième voie économique ou d'une troisième voie politique. La troisième voie politique, c'est le mouvement des non-alignés. Et la France n'était pas vraiment favorable réellement à ce mouvement. Le mouvement des non-alignés, lui, a réellement existé. Et je pense qu'effectivement, le politique a piloté l'économie et ces pays ont tenté de créer intérieurement une troisième voie à eux, économique également. Maintenant, le rôle de la France a-t-il été de toujours défendre les intérêts du bloc de l'Ouest? Il a été de toujours défendre une alliance relativement passive avec le bloc de l'Ouest, mais il a surtout été de toujours défendre ses intérêts à elle. Si effectivement De Gaulle a longtemps promis aux États-Unis, si vous êtes attaqué par l'URSS, nous vous soutiendrons. Mais si un allié du bloc de l'Ouest avait finalement ses propres problèmes internes, et s'il venait à trembler sur son trône, un quelconque dictateur sud-américain, etc., je ne pense pas que la France serait allée le soutenir. C'est un peu démerde-toi. Et quelque part, c'est la définition du libéralisme économique défendu par le bloc de l'Ouest. La liberté, c'est démerde-toi. Donc, si, je ne sais pas moi, si Pinochet, qui prend le pouvoir au Chili, inscrit son pays définitivement dans le bloc de l'Ouest, s'il a à faire face à des problèmes internes que des nostalgiques d'Allende veulent le dessouder, je ne pense pas que la France serait allée le soutenir. Si une puissance communiste vient attaquer le Chili, peut-être qu'on serait allé le soutenir. Mais donc, c'est la voix de la France, peut-être comme elle l'a normalement toujours fait jusque-là au cours de son histoire, n'est pas nécessairement de suivre le bloc de l'Ouest, c'est de suivre ses propres intérêts, à condition de pouvoir effectivement les définir, ce que je pense Charles de Gaulle a fait avec brio. Et j'ajouterais juste que si Charles de Gaulle prend aussi cette position, c'est parce que c'est pas tant d'un point de vue. S'il prend cette position diplomatique, c'est pas tant pour des raisons d'affaires étrangères internationales, mais aussi pour des raisons intérieures, qui sont que le Parti communiste français, à l'époque, pèse très lourd. Et représente jusqu'à un quart des voix. Ouais, tout à fait. Donc en fait, il y a aussi cette menace-là, enfin menace qui en tout cas ne convient pas au plan de Gaulle. Donc il y a aussi cette position, on va dire, contre l'URSS, donc évidemment, si on est contre l'URSS, avec le ralliement avec, avec le bloc de l'Ouest, aussi pour des raisons de politique intérieure. Mais je laisse Raphaël répondre à cette intervention. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec François dans la mesure où la troisième voie, il faut entendre ce qu'on entend par ce terme. C'est-à-dire que là-dessus, on est d'accord, c'est-à-dire que sur le plan économique, très clairement, sous De Gaulle, il y a eu une volonté de troisième voie. Sur le plan diplomatique, je dirais, et d'ailleurs sur le plan économique aussi, je dirais que il y a deux nuances à apporter, un sur le plan militaire et un sur le plan temporel. C'est-à-dire que cette volonté de troisième voie sur le plan économique et la volonté assez iconoclaste, entre guillemets, de Gaulle sur le plan diplomatique et politique n'a duré que de son temps et aussi un peu sous Pompidou, mais à partir de Giscard d'Estaing et Mitterrand, on va retourner à un alignement un peu plus, on va dire, conciliant avec les Américains. Maintenant,
sur l'argument de François qui est de dire militairement, enfin, on était clairement dans le bloc de l'Ouest. D'un point de vue militaire, c'est vrai. Maintenant, encore une fois, sur le plan des concepts et des discours, De Gaulle a toujours affirmé une voie particulière et qui cherchait, certes, à défendre les intérêts de la France, mais dans son esprit, les intérêts de la France allaient avec une certaine paix et un certain équilibre mondial. Et aussi avec une des leçons qu'il a tirées des 2 guerres mondiales, à savoir l'indépendance des peuples et leur autodétermination. C'est à travers ce genre de concept qu'il a réellement cherché à faire entendre une autre voix que celle des États-Unis au sein du bloc de l'Ouest, mais aussi une autre voix que l'URSS de leur côté. Il faut savoir aussi que sur le plan diplomatique, De Gaulle va toujours s'opposer aux velléités impérialistes américaines. Je pense notamment à son discours de Phnom Penh, où il attaque violemment les États-Unis en disant « Vous ne dicterez pas vos lois à un pays de l'autre côté du Pacifique », ce qu'il dit littéralement, et il annonce, je crois que c'était aussi dans C'était De Gaulle de Perfit, il dit « Vous verrez, les Américains resteront grosso modo 10 ans là-bas, ils enverront jusqu'à 450-500 000 hommes, et après ils repartiront la queue entre les jambes, puisqu'ils n'arriveront pas à écraser la guérilla des Viet Cong. » Et c'est ce qui s'est réalisé, puisque effectivement, 10 ans plus tard, les États-Unis sont partis la queue entre les jambes et ils avaient déployé sur place jusqu'à 500 000 hommes. Donc, De Gaulle se disait, il faut une stabilité. Le problème, c'est que les velléités impérialistes des États-Unis et de l'URSS mettent en péril cet équilibre. Alors, on va reprocher à la France aussi d'avoir cette volonté impérialiste. C'est ce que j'ai dit au moment de la décolonisation. Et même encore après, à travers la France-Afrique. Seulement, la France-Afrique, il faut bien se dire que de toute manière, les pays de la France-Afrique n'ont pas nécessairement, on va dire, les moyens d'affirmer leur indépendance comme le ferait la France ou comme le feraient d'autres pays américains ou d'Asie du Nord-Est, comme pouvait le dire François. Donc de toute façon, si la France ne continuait pas à l'époque une forme de, comment est-ce que je pourrais dire, partenariat prononcé, en tout cas approfondi avec ces pays, de toute façon, ils auraient été bouffés par l'influence américaine ou l'influence soviétique. Donc en cela, pour revenir à l'idée de troisième voie, si on la définit comme finalement le refus de 2 impérialismes, je pense qu'on peut dire que la France, sous De Gaulle en tout cas, adhérait et incarnait ce concept. Maintenant, sur un plan militaire, comme je le disais, incontestablement, la France faisait partie du bloc de l'Ouest, et s'il y avait à choisir sur le plan militaire et diplomatique, elle aurait choisi les États-Unis. François, tu as quelque chose à rajouter ? J'étais juste pas d'accord sur un tout petit détail concernant ton analyse de l'Afrique de l'Ouest, à savoir si la France n'avait pas gardé son influence, elle se serait fait bouffer par l'un ou l'autre bloc. C'est un peu comme de dire est-ce que le Vietnam a été bouffé par le bloc de l'Est? Malgré les influences, je pense que le Vietnam a fait son choix et qu'il a défendu par les armes. Et je ne pense pas que les Africains de l'Ouest en auraient été plus incapables. Je pense que peut-être que tel ou tel pays aurait choisi soit de rester dans le bloc de l'Ouest ou d'adhérer au bloc de l'Est, mais vraiment de la part de ses propres raisons. Ensuite, T'es un optimiste. Bah, pourquoi est-ce que ça a marché on va dire, pourquoi est-ce que des pays en Asie du Sud-Est, par exemple, ont véritablement adhéré à un bloc ou à un autre et s'y sont tenus, et pourquoi est-ce que ça n'aurait pas été possible en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il y a eu des leaders dans ces pays d'Afrique comme il y en a eu par exemple au Vietnam? Pas réellement.
Un peu quand même. On peut citer Modibo Keïta au Mali. Après, il y en a eu peut-être un peu plus, on va dire, sur l'Afrique équatoriale. On a les Patrice Lumumba. On peut avoir de manière beaucoup plus Mais je te parle opportuniste. vraiment en termes de chef de guerre capable de s'opposer, même sous forme de guérilla aux États-Unis. Je ne suis pas convaincu que les noms que tu cites et qui sont des noms illustres et respectables auraient été capables de soutenir une telle guerre. On va dire qu'on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Tu vas me dire, là on est en train peut-être de discuter du sexe des anges, mais je ne suis pas du tout convaincu de cette possibilité, d'autant plus que le Vietnam avait quand même une différence notable, c'est qu'elle était directement reliée à la Chine d'un point de vue terrestre, et que les Viet Cong en ont quand même bien profité. L'acheminement massif d'armes pour d'éventuelles forces anti-occidentales, disons, aurait été quand même beaucoup plus compliqué, par exemple. Mais après, tu peux parler du Yémen soutenu par l'Égypte, par exemple, ou d'autres. Après, et surtout sur une guerre mondiale, avec les moyens d'acheminement, les distances comptaient de moins en moins. Mais globalement, oui, il faudrait revenir sur ce que je disais, un panégyrique des différentes régions du monde. Après, oui, la troisième voie, je pense que, effectivement, comme tu l'as dit, De Gaulle incarne pas mal cette troisième voie, que ses successeurs l'ont été beaucoup moins. Et quand on voit Mitterrand avec un cynisme absolu, grosso modo, n'a été de gauche que pour se faire élire, c'est Mitterrand, un socialiste qui fait des exercices militaires conjoints avec l'Allemagne de l'Ouest en cas d'invasion par l'URSS. On se demande, il aurait fallu qu'il soit de quelle orientation pour ne pas Je fais une s'influencer par exception quand même qu'il faut noter, c'est justement Chirac et Villepin qui disent non à la Deuxième Guerre du Golfe. Oui, Précisons-le mais quand même. à ce moment-là, la guerre froide n'existe plus déjà. C'est vrai, mais en tout cas, par rapport à la volonté L'alignement d'avoir, américain, oui, une oui, troisième par voie. rapport à l'allié américain et en tout cas la volonté de la France d'avoir sa propre voie, pardon, c'est, on va dire, le dernier grand sursaut de la diplomatie traditionnelle française. Mais sinon, tu as raison, pour la guerre froide stricto sensu, De Gaulle et à la limite Pompidou sont les seuls à avoir incarné ça. Giscard d'Estaing et Mitterrand, ça a été beaucoup plus tout des États-Unis. Donc à partir de Giscard d'Estaing, l'idée d'une France qui apporterait une troisième voie, c'est un peu n'existe plus. Donc en fait, la question c'est peut-on aujourd'hui encore incarner une troisième voie? Et si oui, comment y arriver? Et quelle serait cette troisième voie justement? On parle souvent du contexte de réaffirmation de la Russie, de la Turquie, de la Chine, de pays comme ça ou de l'Inde, qui reprennent une forme de puissance qui va concurrencer, les États-Unis qui ont gagné la guerre froide justement. C'est pour ça qu'on parle de multipolarité. Dans ce contexte de multipolarité, est-ce qu'il y a besoin d'une troisième voie ou est-ce qu'elle n'est pas déjà de fait, étant donné que c'est un monde multipolaire? Ou dans tous les cas, quelle peut être la position de la France dans ce monde? Voilà, je laisse commencer François. Il me semble avoir déjà répondu à ça dans une autre émission. On ne peut plus parler de résurgence de guerre froide parce que, encore une fois, ce serait dire que la guerre froide n'était pas une opposition de deux systèmes économiques, mais une opposition Amérique-Russie. Non. On peut déjà en plus voir sur plusieurs aspects que déjà l'Amérique n'est peut-être plus autant ordo-libérale qu'elle a pu l'être par le passé. Et d'un autre côté, qualifier Poutine de communiste, ça me fait doucement rigoler, quoi. Il est considéré comme un centriste en Russie, il est détesté par les communistes qui Mais oui, sont ses principaux opposants. Donc, on peut dire que en fait, il y a pas forcément non plus de troisième voie parce que est-ce que ce serait un espèce de camp occidental qui n'arrive plus à se relier à l'ordolibéralisme et encore aujourd'hui l'un des meilleurs représentants, on peut dire, de l'ordolibéralisme, ce n'est plus les États-Unis, c'est la France, qui est clairement aujourd'hui dans son économie beaucoup plus
ordolibéral. On ne parle pas forcément d'ultralibéralisme, mais on va dire d'orientation pro-riche et d'un marché un peu truqué pour faire en sorte surtout que les plus riches s'enrichissent. C'est beaucoup plus aujourd'hui français que ça ne l'est américain. On voit les différentes interventions dernièrement, par exemple, de Biden, de faire de la planche à billets pour ressoutenir son économie. Ce n'est pas quelque chose que les États-Unis faisaient pendant la guerre froide. Et de l'autre côté, mettre ensemble en système et en orientation économique la Russie, la Chine, la Turquie, etc., qui, chacun de leur côté, ont même un certain degré d'intervention de l'État dans leur économie, mais on ne sait pas trop à quel niveau. On va dire que, par exemple, la Chine est aujourd'hui un État qui soutient très fortement sa monnaie et qui va servir très probablement de monnaie de référence dans l'économie de demain. La Turquie, sa gestion de son soutien à sa propre monnaie, c'est n'importe quoi. Hein. Ça n'a rien à voir. L'inflation en Turquie, c'est quelque chose. Et cette inflation est due à une politique soit de très mauvais soutien, soit de pas de soutien du tout. Donc, parler de nouvelle guerre froide simplement parce qu'on voit de nouveau, je dirais, des pays qui s'opposent, oui, ça a toujours été le cas, jusqu'à ce que les pays cessent de vivre, et on va dire jusqu'à ce que peut-être, comme Highlander, il n'en reste plus qu'un. Mais non, c'est pas une guerre froide. Mais il n'y a même pas, on pourrait dire, de guerre chaude satellite entre, je dirais aujourd'hui, un pays qui serait plus ou moins allié des Américains contre un pays plus ou moins allié des Chinois. Non, rien à voir. L'affrontement israélo-palestinien qui reprend n'a rien à voir avec un alignement pro-Amérique, pro-russe, pro-chinois. Enfin, c'est ridicule. Donc, c'est juste une nouvelle guerre de blocs. On peut vaguement parler, on pourrait dire, d'un bloc occidental réduit contre un espèce de bloc de BRICS élargi, mais c'est Et plus du tout. encore. Oui, effectivement, et encore, quelque part comme dans la guerre froide, il y avait des dissensions et il y aura toujours des dissensions dans les blocs. Vous répondez du coup à la question qu'on avait dans le chat de Sephira 6. Pensez-vous qu'une nouvelle guerre froide est possible? Sommes-nous dedans? Voilà, vous avez l'air plutôt d'accord pour dire que nous sommes pas dedans, que c'est pas possible, et que même ces deux blocs que vous venez de dire là, un BRICS élargi, ne constituent pas un bloc en réalité. Donc on a répondu à la question. Mais je te laisse répondre, Raphaël. Juste. En fait, pour revenir un peu sur ce que disait François, je suis globalement d'accord. Je reformulerai juste les choses d'une autre manière, à savoir que si on parle vraiment de guerre froide telle qu'elle a existé historiquement, c'est-à-dire comme on l'a un peu dépeint tout au long de cette émission, l'affrontement entre deux idéologies, deux modèles économiques, mais aussi politiques, aujourd'hui, il n'y a pas de bloc à ce niveau-là. C'est-à-dire que le communisme étant mort avec l'URSS, à part certains pays, comme la Chine ou le Vietnam, qui sont formellement communistes, mais qui ont quand même largement adapté ces doctrines à leur spécificité, à leur culture, il n'y a pas d'opposition vraiment entre deux blocs idéologiques vraiment confirmés. En revanche, il y a éventuellement des oppositions entre des blocs d'intérêt. On en revient à ce que disait François, à ce que je disais également, à savoir que la position que la France peut avoir si elle parle de troisième voie, c'est finalement de défendre ses intérêts et par là même de défendre un certain équilibre entre les différentes puissances qui existent déjà, comme les États-Unis ou la Chine, ou émergentes, comme l'Inde par exemple. C'est-à-dire que alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, François, en disant que la France est finalement encore plus ordolibérale que les Américains, parce que quand tu regardes, tu parlais de la planche à billets, l'Europe dont on fait partie a fait tourner la planche à billets rien que pendant le Covid et encore même tous ces temps avec le plan de relance et tout. Et la France ne s'est pas du tout opposée à ces politiques-là. D'un point de vue intérieur aussi, le poids des dépenses publiques dans l'économie et tout font dire qu'on n'est pas non plus les plus libéraux qui soient, loin s'en faut. Maintenant, sur nos intérêts propres, déjà, hélas, ils sont très peu défendus par nos élites. Et
en tout cas, il serait, comme je le disais il y a un instant, de créer ou de maintenir un équilibre. C'est-à-dire que d'un côté, il faut que nous retrouvions une forme d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, parce que, comme on vient de le dire depuis Giscard d'Estaing, on suit, avec l'exception de Jacques Chirac et la Deuxième Guerre du Golfe, on suit aveuglément les positions américaines pour tout, alors que finalement, la France pourrait avoir, comme elle l'a eu depuis des siècles, le rôle, si ce n'est à tout le moins d'intermédiaire. Je prends typiquement le conflit actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Nous n'avons aucun intérêt, d'un point de vue strictement terre à terre, à rejoindre un camp ou l'autre. C'est-à-dire que ni l'Ukraine ni la Russie ne menacent notre sécurité, ne menacent nos intérêts économiques. Donc finalement, l'intérêt de la France, typiquement, aurait été de dire, si les belligérants l'acceptent, nous pouvons servir d'intermédiaire ou d'arbitre pour favoriser des processus de paix. Au lieu de quoi, on suit aveuglément la position américaine en envoyant des armes aux Ukrainiens, sachant pertinemment que ça ne les aidera pas, ou en tout cas que ça ne permettra pas à terme de l'emporter face aux Russes. Et finalement, d'ailleurs, on risque de payer l'addition derrière, parce que les armements qu'on a envoyés aux Ukrainiens et que les Américains ont vendus aux Ukrainiens, on la garantit. Donc si jamais les Ukrainiens sont en cessation de paiement, c'est nous qui risquons d'aller payer derrière. Donc finalement, voilà, que ça soit pour l'Ukraine et la Russie ou pour d'autres affrontements potentiels, il faudrait que la France ait à nouveau sa propre voix, et en cela, elle peut s'inspirer d'un certain nombre de concepts qui ont existé déjà. Je parlais sous De Gaulle de l'autodétermination des peuples, ou finalement d'admettre que des pays émergents ont eux aussi le droit d'être respectés, ont eux aussi le droit d'accéder à la puissance, et redéfinir les règles qui ont été établies après 1945 autour de 5 grands vainqueurs, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre et la France, pour potentiellement y inclure d'autres puissances émergentes. Voilà, redessiner finalement l'équilibre des nations, c'est ce dont on a parlé dans d'autres émissions, notamment sur les traités de Westphalie, mais ce serait ça l'intérêt de la France, et en cela, elle pourrait incarner non pas nécessairement une troisième voie à proprement parler, mais en tout cas une voie autonome, et qui viserait justement à favoriser la paix, ce que disait le général de Gaulle. Il disait « l'intérêt de la France, c'est de défendre la paix où possible ». Puisque, et j'en terminerai par là, la guerre est toujours un facteur d'incertitude énorme qui peut avoir des impacts colossaux. C'est ce qu'on a vu en Ukraine. Alors, l'inflation n'est pas uniquement due à la guerre en Ukraine, il faut bien le dire, mais il y a participé au moins pour sa rapidité et son ampleur. Et voilà, même, des risques, on a eu, à certains moments, on a eu peur de risques de conflagration entre l'OTAN et la Russie, sachant que la Russie, héritage de l'URSS, a toujours le premier stock de têtes nucléaires en termes de quantité. Je crois que de mémoire, on est entre 2000 et 2500 têtes. Donc là aussi, il faudrait qu'on réfléchisse bien et ne pas retomber dans des logiques d'opposition stérile et binaire avec certains pays, la Russie, demain la Chine, après-demain encore d'autres pays. Voilà. Très bien. François, je te laisse le dernier mot avant de conclure ce débat. C'est la question, est-ce que la France incarne encore une troisième voie après la fin de la guerre froide? Ou du moins, incarne-t-elle encore sa propre voie? Eh bien, je dirais qu'elle a fait une nouvelle troisième voie, sans être la troisième parce qu'il n'y a plus de bloc, de dire qu'on est franchement, quand je disais qu'on était franchement ordolibéral, on a une espèce de capitalisme très pro-riche qui en fait se cache derrière une soi-disant redistribution. La France est l'un des pays qui prélève le plus, mais qui aujourd'hui, par des mécanismes autres, légaux et de non-information, est peut-être l'un de ceux qui redistribue le moins en réalité.
C'est-à-dire que il y a une espèce de nouvel acteur c'est à la fois une nouvelle troisième voie tout en étant une nouvelle version de l'ancienne troisième voie. En fait, c'est la troisième voie du pire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'État qui s'incarnait comme un acteur d'arbitre entre les milieux des gens riches, on va dire les milieux patronaux, et les milieux plutôt des gens pauvres, à savoir les milieux salariaux, en essayant de maintenir l'équilibre. Maintenant, on a un État qui, soi-disant, fait la poche aux riches, fait la poche aux pauvres, et garde pour lui. Mais d'une manière générale, fait quelque chose de nouveau, c'est qu'il a fait quelque chose de quasiment, je dis pas transcendantal, mais de nouvelle redéfinition de genre. On a dit, il n'y a plus l'État, il n'y a plus les gens riches, il y a l'hyperclasse. C'est-à-dire des gens qui... Le meilleur moyen de devenir riche aujourd'hui en France, c'est de temporairement faire partie de l'État. Et on a suffisamment de membres du gouvernement pour pouvoir nous le rappeler. Donc, on a un capitalisme où, en gros, avant, on empêchait quelque part les gens riches, des fois, de trop voler une part de la valeur ajoutée de leur travail aux gens pauvres. Maintenant, ils se sont associés aux voleurs. Donc, c'est une troisième voie entre ce que la France avait incarné auparavant et ce que peut-être l'URSS et le communisme ont incarné, donc c'est une espèce de troisième voie et demie, à une époque. Mais on a une France qui défend effectivement son modèle économique, en tout cas sa version de son Plutôt modèle économique dont assez ces peu élites défendent un modèle oui, voilà. économique. Parce Mais que... comme toujours, j'ai envie de dire, c'est un pays ne subit, on va dire, l'orientation politique et économique que de ses dirigeants. Comme Oui, on l'a mais il y a dit. des dirigeants qui peuvent avoir une perspective un peu plus, on va dire, nationale, justement, comme pouvait l'avoir De Gaulle, c'est-à-dire Voilà, vouloir que mais tout le monde en bénéficie, alors que là, comme tu l'as très bien dit, actuellement, les élites se sont alliées, on va dire, aux plus riches, ou même finalement aux gens qui leur ressemblent, pour dire, bah, on va voilà, profiter, on va prendre la plus grosse part du gâteau en taxant tout le reste. Donc, en fait, on exactement. a un système qui profite, allez, à 1% des plus riches et 10-15% pour les miettes, et tout le reste, Ouais. les 85 autres pourcents, bah, ils sont en train d'être Et déclassés de plus en plus vite. et cette orientation économique a relativement très peu d'adhérents dans le monde en réalité. Et effectivement, la France, c'est un peu tout seul dans sa voie. Une voie certes ruineuse, mais c'est la sienne. Donc, on peut dire que s'il pouvait y avoir une espèce de nouvelle guerre froide entre un bloc occidental et un bloc de BRICS, avec l'un qui dit j'ai été le premier propriétaire finalement d'une troisième voie qui a été un peu faite par De Gaulle parce que l'Occident a lui aussi finalement mis beaucoup d'eau dans son vin au cours de la guerre froide par rapport à l'ordolibéralisme capitalisme américain des débuts. Face à un ancien bloc de l'Est, mais qui se reconstitue et qui dirait un peu la même chose. Et puis la France qui dit attendez, moi j'ai tout compris, hein. J'ai compris que c'était le bloc de l'Ouest qui avait gagné. Hein. Faut tout donner aux riches. C'est ça qui marche à fond. Et, on a Macron qui se rend voilà, face à Joe Biden en disant j'ai passé un coup de fil au roi d'Arabie Saoudite, j'ai droit à ce sucre. C'est aussi une nouvelle voie. Mais c'est quelque part, oui. Et en cela, on peut dire que nos élites sont toujours obsédées finalement par l'héritage de la guerre froide, que ce soit sur le plan économique ou par des réflexes un peu idiots vis-à-vis d'anciens pays du bloc de l'Est comme la Russie. Voilà, donc on est gagnant sur tous les plans. Voilà, c'est-à-dire que on a des pays aujourd'hui qui réaffirment leur puissance et leur souveraineté, aussi bien politique que économique. Et la troisième voie de la France, ou du moins la voie de la France, parce que je ne sais plus s'il y a combien de blocs, c'est justement de ne pas le faire. De rester dans l'Union européenne, et je défendre rajouterais... vraiment la non-sécurité cybernétique, par exemple, c'est de se soumettre au niveau de ces décisions à McKinsey. Voilà, ça, c'est la voie de la France. Je rajouterai un tout dernier point dans je fais très rapide, dans la perspective d'un affrontement entre blocs. Attention,
les BRICS qui se sont développés, qui se sont étendus et qui sont en train de former ce que certains appellent un Sud global, attention à ce concept. C'est loin de former un bloc uni et cohérent, encore moins que pendant la guerre froide, puisqu'il rassemble des pays avec des intérêts très divergents sur le plan économique et même politique. En réalité, à mon avis, il faut plus le voir comme une volonté de se prémunir éventuellement des hystéries occidentales. Exactement, et en particulier américaine. Mais il ne faut pas voir vraiment ça comme une opposition vraiment, consolidée entre deux blocs. Voilà. Donc pour oui, moi, il constitue, un tout par le seul fait qu'il s'oppose aux dérives actuelles de nos sociétés occidentalisées, américanisées. Mais sinon, effectivement, ils ne forment pas un bloc. On ne veut C'est pas de le seul votre point peste. commun. C'est ça. Sinon, ils ne forment pas un bloc concret. Mais donc, on voit que il y a cette troisième voie. On peut avoir une voie ou là, on dit le thème troisième voie, mais en fait, c'est qu'on peut avoir une voie. Là, on t'a fait le constat, François, qu'on avait une voie française, plutôt une voie qui n'était justement pas dans l'intérêt de la France, mais bon, c'est une voie française. Toi, Raphaël, tu as montré un peu justement ce qu'il faudrait faire pour incarner vraiment une voie française et qui serve l'intérêt de la France et des pays qui pourraient s'en inspirer. Et quand des pays s'inspirent de la France, et ben la France vit grâce à eux et étend son influence et sa culture dans le monde entier. Et c'est la vocation de la France, je le crois, et je pense que vous êtes d'accord aussi avec cela. Oui. Donc vous voyez, voilà, on a pu voir que par les différentes questions d'histoire, de politique, que la France peut encore incarner une troisième voie. La question, c'est une question de volonté. En réalité, hein, on en revient toujours. C'est qu'on a les possibilités, on a les armes. C'est qu'après, est-ce qu'on veut vraiment la faire? Ça, c'est autre chose. Et donc, voilà, bah, écoutez, messieurs, je vous remercie pour ce débat, pour ce live. J'espère que pour nos téléspectateurs, ça a été clair, que vos deux positions, bien que vous ayez été plutôt d'accord sur la plupart des choses, se rejoignent. Et voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot pour remercier? Peut-être parler de la revue Disruption. Je crois que François, tu as écrit dedans, Raphaël aussi? Oui, aussi. François, tu as Moi, écrit dedans? j'avais projet, mais j'ai pas fait. Pour conclure, je dirais, la guerre froide est bel et bien terminée. Ce que nous vivons n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé. La France a eu un rôle à jouer qui a été son rôle, avec même différentes orientations tout au long de cette guerre froide. Et c'est une période qui a couvert l'essentiel du XXe siècle et qui, effectivement, sur bien des aspects, ne pouvait pas être simplement résumée. Moi, de mon côté, pour conclure, je rejoins François sur tout ce qu'il a dit. Je rajouterais que dans le monde multipolaire qui s'annonce et qui est déjà en grande partie là, la voix de la France est plus importante que jamais et qu'il serait grand temps qu'on retrouve une voix indépendante qui défende l'équilibre, la paix et la possibilité pour chaque peuple d'accéder à la puissance pour peu qu'il le veuille. Sur la revue, j'ai écrit un article sur les différents régimes d'exception en droit français, notamment par exemple en faisant le lien avec les différentes libertés qu'a pris notre gouvernement pendant la crise du Covid. Je crois qu'il sera diffusé dans le premier numéro, mais j'en suis pas certain. Voilà. Très bien. François, Raphaël, je vous remercie encore une fois pour ce débat. Je remercie nos spectateurs. Je vous invite à vous abonner à la Zone Libre. Et voilà, je laisse le dernier mot à Noah. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la Zone Libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises, on dit solution. Être dans la Zone Libre, c'est passer du constat au combat.